Je m'appelle Patrick. J'ai quitté mon mariage pendant que ma femme dormait, sans laisser de mots, ni rien. Je sais, ça peut paraître froid, mais croyez-moi, je n'ai pas pris cette décision du jour au lendemain. Il m'a fallu des années à tenir bon, à essayer, à espérer que les choses s'arrangent, mais ce n'était jamais le cas. La vérité, c'est que mon mariage était devenu un endroit que je ne reconnaissais plus. On avait une histoire, de l'amour, des souvenirs, mais avec le temps, tout ça a été enseveli sous les disputes et les tensions. Et puis, un jour, j'ai cessé de me battre et j'ai physiquement disparu. Ce que je n'avais pas prévu, c'était ce qui allait se passer des années plus tard. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. J'ai cru que j'avais tout compris à la vie dès l'instant où j'ai rencontré Angelina. Ça a été une évidence. On n'était pas parfait, mais on était profondément amoureux. Alors, quand on a décidé de se marier, je n'ai pas hésité. Je croyais en nous, mais le mariage a cette façon bien à lui de tout mettre à l'épreuve. Après notre mariage, quelque chose est arrivé, quelque chose pour lequel on n'était pas préparé. Angelina est tombée enceinte. C'était l'un des moments les plus heureux de nos vies, mais tout s'est effondré un après-midi. Alors que j'étais au travail, j'ai reçu un appel qui a bouleversé mon monde. Angelina avait fait une fausse couche. Ce n'était pas qu'une perte de grossesse, ça a failli la tuer. Elle a perdu énormément de sang et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital après qu'une amie l'a trouvée inconsciente sur le sol de la cuisine. D'après elle, elle n'avait même pas pu trouver son téléphone pour appeler quelqu'un. Quand elle est rentrée de l'hôpital, elle était différente, plus silencieuse, plus froide. Elle ne criait pas, ne m'accusait pas, mais quelque chose dans son regard, c'était comme si une partie d'elle s'était éteinte, et je n'arrivais plus à l'atteindre, peu importe à quel point j'essayais. Elle s'est mise à agir comme si tout ce que je faisais l'irritait. Je lui disais un truc aussi simple que « tu veux ton café ?» et elle explosait. J'ai mis ça sur le compte du deuil, et j'ai essayé d'être patient. Je comprenais que perdre un enfant qu'on aurait dû avoir, c'était au-delà de ce qu'on peut supporter. Je me disais qu'il fallait juste du temps, mais le temps ne l'a pas guéri. Au contraire, les choses ont empiré. Elle a arrêté de sourire et s'est mise à chercher la moindre dispute. Si je rentrais 5 minutes en retard, elle m'accusait de ne pas me soucier d'elle. Si j'oubliais de faire la vaisselle, ça devenait une leçon sur le fait que je ne l'aidais jamais. Ses paroles devenaient plus dures, et elle me blessait un peu plus à chaque dispute. Peu importe ce que je disais ou faisais, j'avais l'impression de marcher sur des œufs en permanence. J'ai continué à essayer de lui parler, de comprendre ce qu'elle avait en tête, mais elle me repoussait avant même que la conversation ne commence. J'ai tenu bon aussi longtemps que j'ai pu. Je me répétais que je l'aimais, qu'elle souffrait, que ce n'était qu'une étape, mais l'amour a ses limites, et la patience aussi. À un moment donné, j'ai commencé à répondre. Je ne le voulais pas, mais je ne pouvais plus tout encaisser en silence. Le jour où j'ai commencé à répondre sur le même ton, à hausser la voix, à me défendre, la maison est devenue un véritable champ de bataille. Le silence entre nous est devenu assourdissant, les disputes duraient des jours, on dormait chacun de son côté du lit sans se parler, et j'ai commencé à me demander, est-ce qu'elle veut encore de moi ici ? C'était douloureux à admettre, mais je me sentais comme un étranger dans ma propre maison. La femme que j'aimais de tout mon cœur était devenue une personne que je ne reconnaissais plus, et peu importe combien de fois je me demandais ce qui avait mal tourné, je revenais toujours à ce moment où nous avions perdu notre bébé. C'est cette fissure qui avait tout brisé. Je ne pense pas qu'elle ait voulu me blesser. Je crois qu'elle se noyait dans sa douleur et qu'elle ne savait plus comment respirer autrement, mais savoir ça ne m'empêchait pas de sombrer à mon tour. Il y a eu un moment dans mon mariage où c'était devenu tellement invivable que j'ai vraiment commencé à me demander si ma femme, Angelina, voyait quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas y croire, mais ce qu'elle faisait ne ressemblait plus à de la frustration, c'était devenu de la distance, comme si son cœur avait quitté notre mariage et était ailleurs. Rien que cette pensée me rendait fou. Alors, j'ai commencé à fouiller dans son téléphone pendant qu'elle dormait ou qu'elle prenait sa douche. Je lisais ses messages, ses réseaux sociaux, même ses appels, à la recherche du moindre truc suspect, mais je n'ai rien trouvé, rien du tout. Alors, j'ai commencé à observer ses habitudes. Je lui demandais où elle allait, et parfois je la suivais discrètement. Une fois, j'ai même installé un traceur sur sa voiture, mais la vérité, c'est qu'il n'y avait rien,
pas le moindre signe qu'elle me trompait. Elle était juste en colère, et moi j'étais devenu son défouloir. On pourrait croire que de savoir ça m'aurait soulagé, mais non. Un soir, après une énième dispute, j'ai parlé de thérapie de couple. J'ai dit qu'on avait peut-être besoin d'aide, d'une personne neutre pour nous aider à remettre un peu d'ordre dans tout ça, mais dès que j'ai mentionné le mot « thérapie », elle a explosé. Elle a balayé l'idée comme si c'était absurde, comme si j'étais faible rien que d'y penser. Il n'y a même pas eu de discussion, elle est directement retournée à scroller sur son téléphone. J'étais le seul à essayer, elle ne voulait plus rien réparer. C'est là que j'ai compris que j'étais fatiguée. J'ai commencé à rentrer plus tard, je traînais avec des amis, non pas parce que j'appréciais spécialement leur compagnie, mais juste pour éviter de franchir cette porte et de ressentir à nouveau cette lourdeur. Et oui, j'ai commencé à boire plus que d'habitude, parce qu'au moins en étant un peu pompette, ce sentiment d'échec constant faisait d'un peu moins mal. Mais peu importe l'heure à laquelle je rentrais ou ce que j'avais bu, Angelina avait toujours quelque chose à dire. Même si j'étais poli, même si je restais silencieux, elle trouvait toujours un reproche à me faire. Elle me suivait dans la chambre, me parlant, me critiquant, lançant des pics jusqu'à ce que je finisse par m'endormir, et au matin, c'était comme si le cycle recommençait encore et encore. Je n'étais plus en train de vivre, je survivais, existant dans une maison qui ne me ressemblait plus, avec une femme qui portait encore le visage de celle que j'avais autrefois aimée. Le point de rupture est arrivé doucement. Je venais de perdre mon travail à cause d'un licenciement économique, et le timing n'aurait pas pu être pire. J'étais déjà au bord de l'effondrement émotionnel, et ce fil a fini par céder. N'ayant plus de travail où aller, j'ai commencé à passer plus de temps à la maison, et c'est là que les choses ont empiré. Angelina, ma femme, ne faisait même plus semblant de cacher sa déception. Chaque matin débutait par une plainte, et chaque soir se terminait par une dispute. Elle me lançait des petites piques comme si j'étais un raté qui prenait de la place. Un homme sans travail n'a rien à dire, m'a-t-elle lancé un jour en s'éloignant, et celle-là, je dois l'avouer, elle a fait mal. Je ne me sentais plus un homme, juste une coquille vide. La femme que j'avais aimée de tout mon cœur me regardait comme si j'étais la raison de tous ses malheurs. J'ai essayé de lui parler, de lui faire comprendre que j'essayais, que j'envoyais des CV, que ce n'était pas non plus la vie que j'avais imaginée, mais elle s'en fichait. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher pieds nus sur du verre brisé. Puis, un matin, quelque chose en moi s'est brisé. Elle dormait encore, emmitouflée dans une couverture. Je me suis levée doucement, j'ai pris un petit sac et j'y ai mis l'essentiel, mes vêtements, mon ordinateur portable, ma carte d'identité et quelques papiers importants. J'ai hésité à laisser un mot, mais je savais que si je me mettais à réfléchir, je ne partirais jamais, alors je ne l'ai pas fait. Je suis allé droit à la banque et j'ai retiré tout l'argent qu'il me restait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce sur quoi j'allais compter désormais. Ensuite, je suis allé dans un magasin de téléphonie et j'ai acheté un nouveau téléphone. J'ai quitté tous mes réseaux, Facebook, Instagram, Twitter et tout, et j'ai tout supprimé. Puis, j'ai brisé mon ancien téléphone en morceaux. Je ne voulais que personne me retrouve, ni amis, ni famille, ni elle. Après ça, je suis allé en ligne et j'ai trouvé une petite cabane en Airbnb perdue au fond des bois, pas chère, isolée, exactement ce que je cherchais. Je l'ai réservée aussitôt et j'ai quitté la ville le jour même. Et voilà, c'est comme ça que j'ai quitté ma vie. Cette première nuit-là, allongée à écouter le vent dans les arbres et le hurlement lointain d'une chouette, j'ai ressenti une paix que je n'avais plus connue depuis des années. Dans cette cabane, j'ai commencé à me reconstruire à zéro. Avec mon ordinateur et aucune distraction, je me suis replongée dans des compétences que j'avais laissées de côté depuis trop longtemps. J'ai créé des profils sur Fiverr et Upwork, proposant des services de rédaction, de relecture et un peu de graphisme. Ce n'était pas grand-chose, mais petit à petit, les commandes ont commencé à arriver. Je gagnais juste assez pour payer la nourriture, le loyer et quelques besoins de base. Ce n'était pas le luxe, mais pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Quelques mois plus tard, j'ai pris une décision qui m'a moi-même surpris, j'ai acheté un petit terrain pas loin de là où je m'étais installé. C'était peu cher, isolé, au milieu des bois, et surtout, c'était à moi. Je n'avais pas besoin de grand-chose, alors j'ai engagé un gars du coin pour m'aider à construire un petit chalet,
une chambre, une minuscule cuisine et un porche où je pouvais m'asseoir et écouter le monde tourner. C'était simple, mais ça me suffisait. J'ai totalement coupé les ponts avec la vie d'avant. J'évitais tout ce qui me rappelait Angelina, mais parfois, dans le silence des nuits trop calmes, mes pensées retournaient vers elle. Je me demandais si elle avait refait sa vie, si elle avait trouvé quelqu'un qui la faisait rire, qui la serrait dans ses bras comme je le faisais. Peut-être qu'elle était simplement heureuse que je sois partie. Ces pensées ne me hantaient pas, mais elles revenaient assez souvent. Puis, plus d'1 an plus tard, quelque chose a changé en moi. Peut-être à cause de la paix que j'avais enfin trouvée, ou juste par curiosité, un après-midi, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma famille. Dès qu'ils ont entendu ma voix, j'ai senti qu'ils étaient sous le choc. Ma mère a pleuré, ma sœur me demandait sans cesse si j'allais bien, et mon petit frère répétait « Mec, tu étais où tout ce temps ?» Ils étaient soulagés, ils pensaient que j'étais mort, honnêtement. Ils avaient aucune idée de ce qui m'était arrivé, mais au milieu de tout ça, ils m'ont dit qu'Angelina me cherchait, pas juste 1 ou 2 fois, sans arrêt. Elle n'avait jamais abandonné, m'ont-ils dit. Elle avait appelé tout le monde, contacté d'anciens amis, même des parents éloignés. Elle avait engagé des gens pour l'aider à me retrouver. Elle posait des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Je ne savais pas quoi ressentir en entendant ça. Je leur ai dit que j'allais bien, qu'il n'y avait rien à craindre, et on a parlé encore un peu avant de raccrocher. Cet appel n'a pas bouleversé ma vie sur le moment, mais il a planté une graine que je ne soupçonnais pas et qui, les jours suivants, a commencé à grandir. Quelques semaines après avoir repris contact avec ma famille, un matin calme dans le silence des bois, j'ai entendu frapper à la porte de mon chalet. Rien que ce bruit m'a mis sur mes gardes, ici personne ne vient jamais. J'ai approché la porte, et quand je l'ai ouverte, elle était là, Angelina, ma femme. Ses vêtements étaient froissés par le voyage. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé comme si elle avait peur que je referme la porte sur elle. Elle m'a raconté plus tard que dès qu'un de mes cousins avait laissé échapper que je les avais appelés, elle n'avait pas hésité. Elle avait utilisé jusqu'au dernier sou qu'elle avait mis de côté pour engager un détective privé et me retrouver. Honnêtement, je n'aurais jamais cru qu'elle irait jusque-là, mais elle l'a fait. Elle avait l'air fatiguée, pas seulement physiquement. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas où aller d'autre, qu'elle n'était pas venue pour se battre, elle voulait juste une chance de parler. Alors je me suis écartée, et je l'ai laissée entrer. Nous sommes restés en silence un moment, puis elle a commencé par des excuses. Elle a dit qu'elle était désolée, encore et encore. Elle a admis qu'après la fausse couche, quelque chose en elle s'était brisé, que même si elle ne l'avait jamais exprimé, elle avait commencé à me blâmer de ne pas avoir été là quand c'est arrivé, même si j'étais au travail. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle m'éloignait jusqu'à ce que je sois déjà partie. Elle a reconnu qu'elle avait déversé toute sa douleur sur moi parce que j'étais le seul assez proche pour la porter, et que ce n'était pas juste. C'était plus facile d'être en colère contre moi que d'affronter ce qu'elle avait perdu. Elle m'a dit qu'elle avait finalement commencé une thérapie après des mois assombris, que c'est en parlant à quelqu'un d'autre qu'elle avait compris qu'elle avait enfoui toute cette rancune, qu'elle l'avait laissée pourrir et qu'elle s'en était ensuite servie comme carburant contre moi. Elle a pleuré en disant qu'elle regrettait de m'avoir rejetée, d'avoir repoussé toutes mes tentatives pour arranger les choses, d'avoir ignoré la thérapie et d'avoir transformé notre maison en champ de bataille. Quand elle s'est enfin arrêtée pour respirer, je lui ai dit la vérité. Que je n'étais pas partie parce que j'avais cessé de l'aimer. Je suis partie parce que je commençais à oublier qui j'étais. Les critiques constantes, cette façon qu'elle avait de me faire sentir responsable de tout, s'amusait un peu plus chaque jour. Je lui ai raconté comment j'évitais la maison juste pour fuir les cris, comment j'avais commencé à boire juste pour ressentir un moment de calme, comment je me retrouvais la nuit allongée dans notre lit à me sentir comme un étranger dans ma propre vie. Je lui ai dit que me réveiller dans les bois, loin de tout ça, c'était la première fois depuis des années que je ressentais la paix. Elle a hoché la tête en s'essuyant le visage, disant qu'elle n'avait aucune idée que j'étais tombée aussi bas, qu'elle savait que c'était dur, mais qu'elle n'avait jamais imaginé que ça m'avait poussée jusque-là. Elle m'a dit que comme nous n'avions jamais divorcé, nous étions toujours mariés, et elle m'a demandé si j'envisagerais de rentrer, pas pour reprendre où on s'était arrêté, mais pour recommencer, pour voir si quelque chose de nouveau pouvait naître de tous ces morceaux brisés. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. Je lui ai répondu que j'avais besoin de temps, que je ne savais pas si ce changement était réel ou juste dicté par la culpabilité.
J'avais mis trop de temps à me reconstruire pour risquer de me briser à nouveau. Elle a hoché la tête, elle n'a pas insisté, elle a juste dit, réfléchis Y, et elle est partie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée à fixer le plafond, essayant de faire taire la tempête dans ma tête. Une partie de moi me manquait tellement qu'elle me faisait mal, mais une autre se souvenait de ce que j'avais traversé. Je n'ai pas pris de décision ce soir-là, j'ai juste fermé les yeux en me disant que je réfléchirais mieux le lendemain matin. Certaines choses dans la vie n'ont pas de réponse rapide. Avec le recul, j'ai compris que l'amour à lui seul ne suffit pas. Ne vous méprenez pas, j'aimais Angelina, je l'aimais de tout ce que j'avais, mais l'amour sans effort, sans compréhension, sans communication et sans guérison, ça ne tient pas. Nous étions deux personnes essayant de rester ensemble, entraînant derrière nous des valises émotionnelles bien trop lourdes, et à la fin, ce poids nous a brisés. Elle vivait un deuil, et je ne savais pas comment l'aider. J'avais mes propres limites, et je les ai ignorées trop longtemps en essayant de rester fort, mais ce n'est pas de la force, c'est une lente autodestruction. Ce que j'ai appris, c'est que le traumatisme, si on ne s'en occupe pas, se transforme en poison. On ne s'en rend même pas compte au début, il s'infiltre dans nos mots, notre ton, nos gestes et dans la façon dont on traite les gens qu'on aime le plus. Angelina n'était pas une mauvaise personne, c'était une personne blessée, et les personnes blessées font parfois du mal à ceux qu'elles aiment le plus. Elle a eu toutes les occasions d'affronter sa douleur, mais elle l'a enfouie et me l'a fait subir, et j'ai laissé faire trop longtemps. Ça, c'est ma responsabilité aussi. J'aurais dû poser des limites plus fermes au lieu de répondre par la colère ou de fuir. À ceux qui se demandent pourquoi j'ai disparu comme ça, ce n'était pas pour la punir, ce n'était pas parce que je ne l'aimais plus. Parfois, partir c'est la seule façon de respirer à nouveau. Parfois, disparaître est la seule option qu'il reste quand rester devient une lente agonie. J'avais besoin d'espace pour me rappeler qui j'étais, loin du chaos. J'avais besoin de paix, même si ça voulait dire être seule. Mais voilà la bonne nouvelle, la guérison est possible. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas simple, ça demande beaucoup d'honnêteté et encore plus de responsabilité. On ne peut pas juste attendre que le temps fasse le travail, il faut se regarder en face. Angelina a fini par le faire, et je la respecte pour ça. Moi aussi je le fais à ma manière, dans mon coin. On est encore en train de chercher, il n'y a pas de fin magique ici, juste deux personnes qui essaient de guérir et peut-être de retrouver un chemin l'une vers l'autre. Alors si toi aussi tu traverses quelque chose de semblable, retiens ça, l'amour à lui seul ne répare pas ce qui est cassé, il faut être là émotionnellement, pas juste physiquement. Si tu as vécu un traumatisme, ne le trimballe pas en faisant semblant qu'il n'existe pas, parle, guéris, et s'il te plaît, ne pense pas qu'on t'a quitté par haine, parfois c'est la seule façon qu'on a de survivre. Si cette histoire te parle, si elle t'a fait penser à ta propre relation, j'espère que tu aimeras cette vidéo, que tu la partageras ou que tu laisseras un commentaire. Tes pensées comptent, et je lis chacun d'eux. Merci d'avoir pris le temps d'écouter.